Bonjour tout le monde, c'est Lydia, interne en médecine. Et pendant cette période de confinement, j'ai eu l'idée, à travers des vidéos, de vous faire des petits résumés concernant quelques cours de médecine. Aujourd'hui, j'ai choisi le chapitre thyroïde et je vais parler sur la physiologie et la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Tout d'abord, je vais vous parler brièvement de l'axe stéréotrope. L'hypothalamus, situé au cœur du cerveau, va sécréter une hormone, la TRH, Thyroid Releasing Hormone. Cette dernière va passer via le système porte hypothalamo-hypophysaire pour stimuler l'antéhypophyse, la partie antérieure de l'hypophyse, et plus spécifiquement les cellules thériotropes. Ces dernières, à leur tour, vont sécréter la TSH, Thyroid Stimulating Hormone. Cette TSH va passer dans la circulation générale pour arriver à la glande thyroïde qu'elle va stimuler à son tour. Une fois la glande thyroïde elle est stimulée, elle va passer par plusieurs étapes que je vais détailler dans les prochains slides pour aboutir à la synthèse des hormones thyroïdiennes T3 et T4. La thyroïde, située à la partie basse du cou, face antérieure, est plaquée contre la trachée et au-dessous du cartilage thyroïdien. C'est une glande endocrine constituée de deux lobes reliés par un pont qu'on appellera l'isthme. L'unité fondamentale et fonctionnelle de la thyroïde est appelée follicule thyroïdien ou bien vésicule thyroïdienne. Ce follicule thyroïdien est constitué d'un épithélium simple cubique unistratifié. Ces cellules thyrocytaires, à leur pôle apical, vont délimiter un espace contenant la colloïde. Cette colloïde contient principalement les précurseurs des hormones thyroïdiennes, les thyroglobulines, qu'on va en parler plus tard. À leur partie basale sont en contact avec les vaisseaux sanguins. On remarque aussi qu'il y a des cellules parafolliculaires, c'est des cellules claires, qui vont sécréter la calcitonin. Une fois la TSH arrivée au niveau de la glande, elle va se lier à un récepteur transmembranaire spécifique au niveau du pôle basal du thyrocyte. Ce récepteur spécifique est un récepteur couplé à la protéine G. L'hormone liée à ce récepteur va changer de conformation de la protéine G pour la rendre active en la transformant en alpha-GTP. Cette protéine G active, elle va interagir avec une enzyme transmembranaire ATP dépendante appelée adénocyclase. Cette adénocyclase va transformer l'ATP en AMPC cyclique. Ce AMPC cyclique représente le second messager. Donc là, l'augmentation de ce AMP cyclique au niveau du cytoplasme va entraîner l'activation d'une protéine enzymatique, c'est la protéine kinase. Cette protéine kinase active va pénétrer au niveau du noyau et déclencher une réponse nucléaire en transcriptant le gène spécifique de la thyroglobuline. Une fois ce gène transcrit, l'ARNM va passer au niveau du réticulum endoplasmique rugueux pour être traduit et produire la protéine, la préthyroglobuline. Cette préthyroglobuline va passer au niveau de l'appareil de Golgi pour être modifiée et modelée et donner la thyroglobuline, qui est la protéine finale. Cette thyroglobuline va migrer vers le pôle apical du thyrocyte et fusionner avec la membrane, faire une exocytose et aller se stocker au niveau de la colloïde. Nous voilà maintenant arrivés au vif du sujet, qui est les étapes de biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Il faut savoir que toutes les étapes que je vais vous citer sont stimulées par la TSH. La première étape de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes est l'étape de captation et de transport de l'iodure. L'iode est une molécule essentielle à la synthèse des hormones thyroïdiennes et est contenue dans différents produits alimentaires tels que le sel alimentaire. Elle est retrouvée sous forme d'iodure chargée négativement. Cette iodure circule dans le sang avec des concentrations moindres que dans les cellules thyrocytaires, ce qui va nécessiter un mécanisme actif pour être capté. Ce mécanisme actif va se faire grâce à une pompe spécifique au niveau de la membrane basale du thyrocyte. Cette pompe va utiliser un simple porteur qui est le Na+. La concentration de Na+,
au niveau intracellulaire est moindre qu'au niveau extracellulaire. Et donc, selon la loi de l'osmose, le Na+ pourra passer la membrane cellulaire via un phénomène passif du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, tout en transportant avec lui une molécule d'iode. Cette pompe est couplée à une ATPase. Et donc, c'est une pompe ATP dépendante, ce qui constitue une étape limitante de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Une fois l'iodure dans le cytosol, il va migrer jusqu'au pôle apical de la cellule thyrocytaire et atteindre la colloïde via une protéine transmembranaire appelée pendrine, échangeuse de chlore contre un iodure. Cette molécule d'iodure va subir une oxydation via une enzyme très importante, une enzyme clé de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes appelée thyroperoxydase, TPO. Cette enzyme va participer aussi dans les 2 prochaines étapes de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. On appellera l'étape d'oxydation de l'iodure l'étape d'organification de l'iode. Une fois cet iode obtenu, I2, il va aller s'incorporer au niveau de la thyroglobuline. Cet iode va aller s'incorporer au niveau de la thyroglobuline. Comme on l'a vu tout à l'heure, la thyroglobuline étant stockée au niveau de la colloïde, c'est une glycoprotéine qui contient des acides aminés. Et l'un des acides aminés le plus important est la tyrosine. Cette tyrosine est un acide aminé aromatique. Et c'est au niveau de ce noyau aromatique que la TPO va aller fixer son iodure oxydé au niveau des carbones C3 et C5. On parlera alors du C3, C5 diiodotyrosine. Cette TPO peut fixer une seule molécule d'iode au niveau du carbone 3 et on parlera alors dans ce cas de la 3-monoiodotyrosine. Ces 2 molécules sont les précurseurs des hormones thyroïdiennes, MIT et DIT. Vous l'avez compris, cette 3e étape est appelée l'étape d'incorporation de l'iodure oxydé. Toujours sous l'effet de la TPO, ces précurseurs iodotyrosine vont être couplés pour donner les hormones thyroïdiennes, T3 et T4. Donc, une diiodotyrosine couplée à une diiodotyrosine va nous donner une tétraiodothyronine qui est la T4 ou thyroxine. Alors qu'une monoiodotyrosine couplée à une diiodotyrosine va nous donner une triiodothyronine qui est la T3. Ces 2 hormones thyroïdiennes ont une structure de base commune qui est la thyronine. Cette thyronine est composée de 2 noyaux aromatiques liés par un pont d'éther. Ces 2 hormones au sein de la thyroglobuline sont stockées au niveau de la colloïde où elles peuvent constituer une réserve d'environ 2 mois. En fonction du besoin de l'organisme, ces thyroglobulines et ces hormones thyroïdiennes vont être résorbées par endocytose où ils vont fusionner avec des lysosomes au niveau du cytoplasme. Ces lysosomes, contenant des phagolysosomes, ils vont lyser la thyroglobuline et libérer les hormones thyroïdiennes T4 et T3, qui vont être libérées au niveau du sang. La 6e et dernière étape de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes consiste à une désiodation des MIT et DIT, précurseurs des hormones thyroïdiennes, qui ont été sécrétés en faible quantité lors de la lyse de la thyroglobuline. Et cela grâce à une déshalogénase. L'iode ainsi produit est récupéré et recyclé par la cellule. Pour résumer, on a 6 étapes de biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Toutes ces étapes étant stimulées par la TSH. La première étape consistant à la capture et le transport de cette iodure via un phénomène actif pompe ATP dépendante avec un symporteur Na+. La deuxième étape étant l'organification de cette iodure. Et cela grâce à la TPO. Cette iodure oxydée va être incorporée au niveau de la thyroglobuline, au niveau des résidus
de tyrosine et qui vont résulter les précurseurs des hormones thyroïdiennes MIT et DIT. Ces précurseurs vont être couplés pour donner les hormones thyroïdiennes T3 et T4, couplées à la thyroglobuline. Enfin, cette thyroglobuline va être lysée au niveau du cytoplasme thyrocytaire grâce à des lysosomes protéolytiques pour donner les hormones thyroïdiennes finales qui vont être relarguées au niveau du sang. Cette lyse va donner de faibles quantités d'MIT et DIT qui vont être désiodées et être recyclées par la cellule. Petit bonus, je vais vous expliquer dans cette dernière diapositive le mode d'action des hormones thyroïdiennes. Une fois la T4 et la T3 libérées dans le sang, elles vont se lier à un transporteur. 80% des hormones thyroïdiennes se lient à un transporteur spécifique qui est la thyrobenzene globulin, la TGB. Et le reste va se lier avec l'albumine ou circule en fraction libre. Cette TGB a une affinité 10 fois plus élevée pour la T4 que pour la T3. Et ainsi, la fraction libre de la T3 est 10 fois plus grande que celle de la T4, tout en sachant que la fraction libre est la fraction active. Comment ça marche? Cette T4 va pénétrer au niveau de la cellule cible et va subir une désiodation grâce à la 5-alpha désiodase. Cette désiodase va cliver la molécule d'iode au niveau du carbone 5' de la thyroxine et va donner l'hormone active T3. Il existe une autre enzyme désiodase qui va cliver le carbone 5 de la thyroxine et va donner une T3 réverse qui est une hormone dépourvue d'activité. Une fois la T3 activée, elle va aller se fixer au niveau des récepteurs nucléaires où elle va stimuler la transcription de gènes spécifiques et produire des protéines. Cette production de protéines va consommer de l'ATP, résultant une diminution de l'ATP cellulaire. Et en réponse à cette diminution, la cellule va aller cataboliser du glucose pour produire de l'ATP, tout en consommant de l'oxygène. Cette production de l'ATP va produire avec elle de la chaleur. Donc, pour résumer, l'effet des hormones thyroïdiennes sur la cellule est une augmentation de consommation de l'O2, une augmentation du métabolisme de base par augmentation de consommation du glucose et une augmentation de production de chaleur. Ces hormones thyroïdiennes sont des hormones ubiquitaires et vont aller agir sur l'ensemble de l'organisme. Au niveau du foie, elles ont un effet diabétogène en stimulant la glycogénolyse et la néoglucogénèse, entraînant une hyperglycémie. Elles vont stimuler aussi l'expression des récepteurs de l'LDL cholestérol, ce qui va augmenter la captation de LDL et ont un effet hypocholestérolémien. Au niveau du cœur, les hormones thyroïdiennes vont augmenter l'expression des récepteurs bêta-1 adrénergiques, ce qui va augmenter la contractilité myocardique et augmenter la fréquence cardiaque, résultant une augmentation de la pression artérielle. Donc, chez un hyperthyroïdien, on aura une tachycardie, alors que chez un hypothyroïdien, on aura une bradycardie. Au niveau de l'os, les hormones thyroïdiennes vont stimuler les ostéoclastes et les ostéoblastes et donner un équilibre. Il va stimuler le remodelage osseux et l'ossification. Chez l'enfant, les hormones thyroïdiennes sont très importantes pour la maturation et la différenciation osseuse. Chez l'adulte, une hyperthyroïdie s'accompagne avec un risque d'ostéoporose. Au niveau du cerveau, il y aura une augmentation du nombre de dendrites au niveau cellulaire avec une stimulation de la myélinisation axonale et augmentation des connexions synaptiques, ce qui va engendrer une hyperexcitabilité. C'est pour ça, chez un hyperthyroïdien, on va le trouver irritable, anxieux et agité. Au niveau du tube digestif, les hormones thyroïdiennes favorisent le transit intestinal et stimulent la sécrétion intestinale. Alors, en cas de diarrhée chronique, on suspectera une hyperthyroïdie, alors qu'une constipation chronique nous fera suspecter une hypothyroïdie. Au niveau du muscle, les hormones thyroïdiennes augmentent la synthèse protéique, mais ont également un effet catabolisant. Mais en dose supraphysiologique, l'hyperthyroïdie, le catabolisme deviendra prépondérant.
niveau du tissu adipeux, il y aura une stimulation de la lipolyse et du coup l'effet hypoglycémiant. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pas été très longue avec vous et à une prochaine vidéo.